Oh God. Holy fuck. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Rassurez-vous, personne n'a été tué lors de cet accident qui a eu lieu en 2012 en Afghanistan. L'équipage a été poursuivi pour une faute grave car en fait ce qu'ils ont réalisé c'était une sorte de démonstration pour faire un plaisir aux troupes au sol et ce n'était pas vraiment dans le cadre normalement de la mission. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça en introduction aujourd'hui? Parce que nous allons nous focaliser sur un accident d'hélicoptère extrêmement connu dans le monde de l'aviation, un accident de AH-64, Apache, un petit peu comme celui qu'on vient de voir, mais une histoire légèrement différente, début des années 90 aux États-Unis. Allez, c'est parti, on regarde, on étudie après. Slug 24328, Eagle, good afternoon. What's your sign code? Yes, do you have a transponder code? If not, squawk 0201. Foxtrot's current for the restricted area. The altimeter is 3044. We'll report ghost. Think I can make it in between there? Nope. Oh, you little thing. Look how big that is. Oh, oh shit. Come on, baby. Come on, get it under control, Mark. Get it under control. I've got it. Okay. Get it on. Eagle, mayday. 974. Down at Eagle. Get it on the ground. Nous venons de voir un AH-64 taper des arbres, perdre 21 cm au niveau d'une pale. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de parler dans un premier temps de cet accident, dans un deuxième temps du facteur humain et de la genèse du CRM, Crew Resource Management dans l'aviation. Et dans un dernier temps, je vais vous parler de 3 petites anecdotes. Allez, c'est parti, jingle! C'est un vol de reprise dans le sud des États-Unis pour un officier pilote qui n'a pas volé depuis quelque temps, qui était très qualifié avant, mais qui là reprend un petit peu ses marques. Il va faire un vol avec un copilote, donc lui est en place arrière, le copilote est en place avant. Alors moi je ne suis pas expert des hélicoptères, hein. Si vous avez plus d'informations n'hésitez pas. Mais donc ils font un vol de reprise dans des zones ségrégées, des zones réservées, ils sont assez pushy comme on dit, ils y vont de manière assez virile. Ils ont été décrits comme étant des cow-boys par une des personnes de la commission d'enquête. À un moment, il pilote à 3 pieds du sol, donc 1 mètre du sol, 26 nœuds. Donc ils jouent un petit peu avec les routes, avec les lignes à haute tension, ils avancent, ils s'entraînent, bref, ils sont là pour faire de la maniabilité. Ils font également des exercices un petit peu comme on vient de le voir sur l'autre vidéo avec l'accident en Afghanistan. Lors de ces figures, le copilote lâche même un « hi-ha » de cow-boy. Donc l'ambiance, on va dire, est plutôt bonne. Sur les vols de reprise, ce qui est assez classique, c'est qu'initialement, vous vous méfiez de vous-même. Vous savez que vous n'êtes pas aussi compétent que ce que vous étiez avant de reprendre. Et au fur et à mesure du vol, vous reprenez confiance en vous et l'excès de confiance peut arriver. Et là, c'est exactement ce qu'on voit au niveau des communications. Donc, vous avez le commandant de bord qui est en train de piloter et qui dit au copilote « Est-ce que tu penses que ça passe entre les deux arbres ?» Parce qu'il s'agit de 2 arbres qui sont devant eux. Là, le copilote dit « Nope ». Mais une réponse assez neutre, juste non, ça passe pas. Et là, eh bien, réponse du pilote aux commandes qui est, eh bien, t'as pas beaucoup la foi, regarde comme c'est grand. Donc ici aventure, et là, eh bien, la pale numéro 4 perd 21 cm, la pale numéro 3 et la pale numéro 2 sont également touchées. Ils ont donc des gros soucis de contrôlabilité, ils arrivent à se poser, évacuer l'avion évacuer l'aéronef sans aucun souci. Et derrière, donc toute la commission d'enquête, tout ça, et pas mal de lessons learned. Ce que j'ai appris en creusant un petit peu, c'est que les collisions avec les arbres sont quelque chose, sont monnaie courante en fait. Dans l'armée américaine, ça arrive assez régulièrement, en tout cas sur Apache. C'est un tiers des accidents, d'après les statistiques de 1995, qui étaient dus à ça, à peu près 24 collisions avec des arbres. Donc ça peut arriver, mais c'est ça aussi quand on vole très bas, hein, les pilotes de chasse, nous on n'a pas ce problème-là. Forcément, on a un domaine d'évolution qui est un petit peu différent, donc il n'y a aucun jugement de ma part, c'est juste que voilà, c'est un fun fact, un tiers des accidents d'Apache, eh bien, ils touchent les arbres ou des choses comme ça. Le point qui est très très intéressant, c'est cette notion de communication entre le commandant de bord et son copilote et la passivité extrême du copilote face à une situation qui va amener à l'accident. Vous avez le copilote qui dit « nope » et qui à aucun moment dit à son commandant de bord d'arrêter
ou une force de proposition ne va défendre son opinion, il va laisser aller à l'accident qui aura coûté plus d'1 million de dollars en réparation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du facteur humain ou du crew resource management. Donc le facteur humain, ça sert en fait, l'étude du facteur humain, à mettre en évidence les capacités ou les qualités des individus, les limites de l'être humain. Quand on arrive dans l'US Navy, le premier jour de cours, on vous dit l'être humain n'est pas fait pour voler, vous êtes limité par définition en tant qu'humain, donc en gros, votre pire ennemi dans le cockpit, c'est vous-même. Et également, le facteur humain permet d'optimiser les performances d'apprentissage. À partir de ce facteur humain a été créé ce qu'on appelle le Crew Resource Management. Le Crew Resource Management, ou CRM, Cockpit Resource Management, c'est autour de la communication, de la relation interpersonnelle, du leadership et de la prise de décision. Et la genèse un petit peu de tout ce facteur humain dans l'aviation, ça vient d'un ancien pilote de la Royal Air Force qui pilotait du B-24 Liberator, qui a obtenu la Distinguished Flying Cross dans la Royal Air Force, qui a ramené son avion avec plus de 600 impacts dessus et sans sa gouverne de direction. C'est lors d'une mission pour tirer des U-boats, une mission assez folle. Et c'est David Beatty. Donc cette personne était initialement pilote dans la Royal Air Force, puis est devenu pilote de ligne et derrière écrivain à succès. Il écrivait des nouvelles. D'ailleurs, une de ses nouvelles a vu ses droits rachetés par Hitchcock, rien que ça. Et il a également écrit des livres autour du facteur humain et son premier livre, fin des années 60, qui était The Human Factor in Aircraft Accident, le facteur humain dans les accidents d'avion, tout simplement. C'est vraiment lui qui a commencé à permettre cette prise de conscience. Ensuite, en 1977, vous avez sûrement entendu parler de la catastrophe à Tenerife, 2 Boeing 747 qui se sont percutés, principalement pour des raisons de facteur humain. 583 victimes ce jour-là. Et derrière, le NTSB, donc l'équivalent du BEA français, du Bureau Enquête Accident, a publié en 1978 pour la première fois une recommandation qui visait à prendre en compte le facteur humain et la formation autour des facteurs humains dans l'entraînement des pilotes. C'était suite au crash de United Airlines 173, où pour la faire très simple, vous aviez un équipage qui est en train de gérer une panne de train d'atterrissage et qui a été tellement omnibilé, tunnelisé, je vous renvoie vers mon TED Talk, par ce problématique qu'ils ont oublié le reste et ils sont tombés en panne d'essence. Cette panne d'essence les a amenés à s'écraser en ville et ils ont tué 10 personnes au sol. Donc vraiment un accident assez effroyable. Et à partir de là, le NTSB a dit maintenant il faut des formations au niveau de l'industrie sur le Crew Resource Management. Donc c'est en 1979 que ce terme vraiment de CRM a été inventé par un psychologue de la NASA, John Lauber. Ensuite, United Airlines forcément a été la première compagnie à faire des formations pour ses pilotes en 1981, puis pour ses PNC, personnels navigants commerciaux, tous les stewards et les hôtesses, de manière à ce qu'il y ait de bonnes interactions en cas d'incident ou d'accident. Et ensuite, à partir de 1990, c'est vraiment devenu la norme. Et donc ça fait 30 ans que le CRM est fait par injection à tous les pilotes en formation. Et surtout, nous avons de manière régulière des formations, des remises à niveau, des choses comme ça. Donc c'est notre meilleure arme, le CRM, dans l'industrie aéronautique pour se prémunir de nos faiblesses en fait en contre-être humain et pour max performer, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc le CRM, pour être honnête, n'est pas arrivé de suite dans les forces armées, en tout cas pas de suite dans les unités de combat, la chasse ou autre. C'est quelque chose maintenant qui existe, on parle de PRM, Patrouille Resource Management, mais pour avoir connu à la fois la ligne et la chasse, clairement c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans la culture ligne que dans la culture chasse, en tout cas pour la marine, même si c'est en train de changer. Voilà pour ça. Donc si vous ne connaissez pas le CRM, Charlie Romeo Mike, je vous invite à creuser, je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais là aujourd'hui, c'est dimanche, on fait simple, je ne vais pas non plus vous assommer d'informations. Petites anecdotes néanmoins, que vous soyez jeune pilote ou moins jeune pilote ou pilote en devenir, moi j'ai une petite anecdote que je voudrais partager avec vous, c'est ce sentiment d'inutilité ou de non-alignement à la mission que vous pouvez ressentir dans un cockpit. Typiquement, c'est un petit peu ce qui ressort de cet accident avec le crash de l'Apache. Vous avez un copilote qui a le sentiment de subir les événements, mais qu'il ne peut pas être proactif, qu'il ne peut pas changer le cours des événements. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, notamment en tant qu'élève, quand j'étais jeune. À chaque fois, quasiment le même scénario. Et à l'époque, j'avais du mal à l'identifier. Maintenant, j'ai bien compris d'où ça venait et j'espère plus me faire avoir. Mais vous partez en vol, c'est un test.
Donc vous êtes avec un testeur, vous devez faire une démonstration de vos compétences et vous êtes déjà un petit peu dans les cordes, comme on dit en boxe. On va dire que vous avez atteint un niveau dans votre formation où si ça se passe très mal, ça peut avoir vraiment un mauvais impact sur votre carrière. De toute façon, en tant qu'élève pilote militaire, dès que vous loupez un test, c'est vraiment pas bon. Donc là, vous êtes dans cette situation très stressante. Vous partez en vol, et là, pour une raison X, Y ou Z, quelque chose ne se passe pas comme vous auriez voulu, quelque chose ne se passe pas forcément comme prévu. Et dans le pire des cas, moi ça m'est arrivé une ou deux fois, vous avez l'instructeur qui vous reprend les commandes et qui ramène l'avion. Donc là maintenant, vous étiez parti pour faire une démonstration de vos compétences professionnelles, ça se passe mal, pour X, Y ou Z raison, on vous reprend les commandes, on vous reprend le lead en fait de ce qui se passe et l'instructeur ramène l'avion. Là dans votre tête, vous vous dites c'est fini pour moi, je vais me faire réorienter ou virer de l'armée et vous êtes un petit peu au fond du trou, mais vous êtes encore dans un avion. Vous êtes encore dans cet environnement dangereux, vous êtes encore membre de l'équipe et vous avez encore votre mot à dire d'un point de vue sécurité. Et dans les cas où ça m'est arrivé, très honnêtement, s'il y avait eu un souci ou une problématique à ce moment-là, je n'aurais clairement pas été au rendez-vous pour verbaliser l'alignement à la sécurité ou en gros pour être efficace à l'alignement. Donc l'idée, l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'est ça, c'est cet état d'esprit où vous allez dans l'avion, vous allez être évalué, et vous êtes tellement focalisé sur la réussite de cet examen ou autre que vous en oubliez le cadre global. Et il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que vous êtes membre d'équipage, que vous avez votre mot à dire sur la sécurité, qu'il y a des manières d'interagir avec les instructeurs, des manières d'interagir avec votre commandant de bord. Mais se dire, je ne peux rien y faire, je dis nope et j'attends l'accident qu'on va dans le mur. Malheureusement, eh bien, ça peut arriver. Surtout quand on n'y a pas réfléchi avant. Moi je comprends, hein, je l'ai vécu, mais il ne faut pas. Donc c'est facile à dire, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais s'il y a vraiment un message que je voudrais passer, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà tous vécu dans le milieu professionnel ou autre. Ce n'est pas une fatalité, il y a des manières de le verbaliser, et moi ce qui me manquait à cette époque-là, c'était que je n'avais pas vraiment anticipé ce genre de situation. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question comment est-ce que je réagirais dans ce cas-là. Et du coup, eh bien, un peu pris de court dans un environnement aéronautique avec moins d'oxygène, de stress, le bruit, tout ça, je n'ai pas réussi à faire ce que j'aurais dû. Donc ça s'est bien fini pour moi, tant mieux. Malheureusement, il y a des exemples dans l'aérien, notamment dans des équipages par exemple japonais, où vous avez des copilotes, ou alors sur ce décollage 747 contre 747 à Tenerife, où l'équipage n'a pas forcément osé verbaliser ses craintes. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a le CRM et le facteur humain, mais je vous en parlerai plus en détail. Là, l'idée aujourd'hui, c'était de vous amener un petit peu le sujet de manière un peu légère. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez creuser un petit peu la chasse embarquée je vous mets des liens en dessous, at.teachable, j'ai 4h40 de cours sur la journée d'un pilote de chasse à terre, en mer, les missions, l'air air, l'air sol, l'air mer, toutes ces choses-là. J'ai également un petit cours sur la préparation des entretiens, si vous avez des entretiens préparés ou autres. Sinon, eh bien, je peux vous coacher sur War Thunder maintenant, bientôt, sur DCS ou autre, faut pas hésiter. Et bien sûr, mon site web combatpourune.org où je vous explique un petit peu ce qu'on propose en termes de webinars, en termes de formation professionnelle. Et en ce moment, malgré la distance, eh bien, vous pouvez prendre le contrôle d'un avion de chasse, faire une mission de reconnaissance en équipe avec vos camarades. Nous, c'est ce qu'on fait. Ça se passe très bien en Amérique du Nord ou en France en distanciel. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche, fly safe et à très bientôt pour une vidéo spéciale le 11 novembre notamment. Bon courage!